Merci beaucoup à l'Association marocaine d'addictologie. Félicitations pour l'organisation de ce congrès. On est très fiers de voir ces événements au Maroc. Merci Fatima pour l'invitation. Alors moi, je vais vous parler de le machine learning. J'ai 40 minutes, c'est juste, hein? C'est exact, c'est... Hein? Combien j'ai? 25, ok, alors Ok. Alors, moi, je suis psychiatre, psychothérapeute, donc je suis médecin. Je ne suis pas data scientist, mais je vais travailler avec les data scientists pour travailler les questions du machine learning. Mais la manière avec laquelle je vais les amener avec vous, c'est plutôt le regard clinique et de recherche clinique. Je vous propose qu'on fasse un petit jeu ensemble. On va imaginer que vous êtes dans une entreprise et vous venez de recruter 2 cadres importants pour votre entreprise. Vous avez recruté Mirabeau et Mirabel. Et Mirabeau et Mirabel, vous leur avez fait passer des tests comme ça, et sur plein de compétences, et vous voulez voir qui va être le meilleur dans 2 ans, qui va produire le plus de plus-value pour votre entreprise. Alors voici les scores de Mirabeau et Mirabel sur différentes habilités, sur le leadership, la communication, les capacités interpersonnelles, les techniques, la motivation à travailler avec vous et dans votre entreprise. Et vous avez leur score. Maintenant, je vous propose de prendre 30 secondes pour prédire qui va avoir la meilleure progression dans les 2 ans. Chacun a fait une petite idée. Gardez l'idée pour vous, mais essayez de vous faire juste une idée. Alors, ce que vous avez fait probablement, peut-être vous posez pas mal de questions sur comment répondre à cette question-là. Alors, on pourrait se dire, on va calculer le score et voir qui a le score global le plus élevé. On pourrait se dire, mais tiens, il y en a un qui a l'air moins motivé que l'autre. Est-ce que ça va jouer un rôle plus important? Ou est-ce qu'il y en a un qui a l'air bien meilleur en communication que l'autre? Est-ce que c'est ça qui va faire la différence? Mais en fait, vous allez faire un jugement clinique. Et ce jugement clinique, en fait, c'est ce qu'on fait très souvent sur la base des données qu'on a, en fonction de l'expérience qu'on a, de l'intuition qu'on a, et on va définir quelque chose. Et ce jugement clinique, si on le fait faire à des psychologues spécialisés pour ce type de questions, en fait, ils prédisent correctement à 55%. Donc, à peu près autant que le hasard. Si on fait des analyses statistiques classiques, comme ça, on arrivera à des taux de 60%. Si on utilise le machine learning, on augmente cette capacité à prédire à 70% ou plus, ça va dépendre un peu des données qu'on a accumulées. Alors, c'est quoi le machine learning? En fait, c'est une technique d'analyse des données informatiques qui se base sur la détection des patterns et de la prédiction. Ça veut dire sur la base en ayant beaucoup de données, en fait, ils peuvent détecter les associations qu'il y a entre les différentes données, les patterns qui existent entre elles, et puis ils peuvent détecter des fluctuations qui sont pas connues, pas supposées, pas suspectées. Ils peuvent repérer ce qu'on appelle les jambes cassées. Ça veut dire en fait, si vous prenez une population puis vous voulez voir qui va au cinéma, qui ne va pas au cinéma, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui ne vont pas au cinéma, mais en fait vous découvrez qu'ils ne vont pas au cinéma parce qu'ils ont la jambe cassée, parce que vous avez l'information ailleurs. On avait fait une étude pour voir le smartphone addiction dans une population.
Puis on avait pas mal de variables et on a un résultat qui nous a surpris. On a eu les parents de jeunes enfants, ils scoraient plus élevé que les autres. Et on ne s'attendait pas à ça. Il était dans notre lot, mais là, il a pu le repérer. Or, quand on fait des protocoles et des requêtes de financement en machine learning, parfois on reçoit un peu des critiques parce qu'on nous dit « vous n'avez pas fait d'hypothèse ». Vous n'avez pas fait d'hypothèse. Alors maintenant, quand on écrit, on essaie de construire d'une manière que ceux qui attendent des hypothèses puissent quand même s'y retrouver. Mais en fait, ce que ça va beaucoup changer, c'est au lieu de partir d'une hypothèse et de faire un protocole pour tester une hypothèse, on va aller plutôt sur une méthode où en fait on veut apprendre des données. On veut quelque chose qui soit en fait qu'on apprenne des données plutôt que faire l'hypothèse a priori. Or, ça n'empêche pas que les données qu'on va collecter, on les choisit quand même. Et on les choisit quand même en fonction des connaissances qu'on a ou de ce à quoi on a accès. Si on regarde cette salle, il y a des milliers de données dans cette salle que si je veux les rentrer dans un fichier, alors je vais choisir des choses auxquelles je pense. Mais si j'ai une machine qui peut les repérer toutes et les intégrer, que ce soit les sons, les couleurs, les lumières, les mouvements, etc., tout ce qui se trouve là, alors j'aurai une puissance beaucoup plus importante. Il y a quelques limites au machine learning. Vous vous souvenez, à l'époque de la Covid, il y avait eu beaucoup de sensations à un moment sur un appareil où en fait on pouvait détecter au son de la toux s'il y avait le Covid ou pas. Vous vous souvenez de ça? Et en fait, on s'est rendu compte que oui, on détectait, mais ce que la machine détectait, c'était pas vraiment lié au son de la toux, c'était lié au fait que les gens étaient confinés à la maison. Donc en fait, l'interprétation qu'on fait du résultat reste en fait cette boîte noire. Aussi, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple de projet qu'on a fait et vous verrez aussi que la question de quelles données on a va être importante pour comprendre la limite du machine learning. Je vais vous proposer a priori 4 exemples qui sont issus de la pratique de recherche clinique de ces années. Le premier, vous connaissez les smartphones, vous en avez un. Vous connaissez votre temps d'écran. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le consulter. Il est maintenant proposé sur la plupart des écrans. Et en faisant une étude sur une population qui vit aux États-Unis, une population représentative de la population américaine adulte, environ 2000 personnes, en fait, on se rend compte que à peu près la moitié de ces personnes, population représentative adulte, pas inclus sur la base de problèmes particuliers, la moitié, en fait, passe plus de 4 heures par jour sur leur smartphone pour des activités qu'elles considèrent non essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre question. Et on voit qu'en fait, c'est un peu plus chez les plus jeunes et un peu plus chez les femmes. Et maintenant, quand on regarde, en fait, est-ce qu'ils utilisent des outils de contrôle, en fait, de l'usage des smartphones, on va se rendre compte, parce que vous savez, sur vos smartphones, vous pouvez désactiver les notifications, vous pouvez mettre en mode avion, vous pouvez faire toutes sortes de choses qui vous aident à contrôler un peu. Et on voit, vous pouvez mettre le contrôle parental, des choses comme ça. Et on voit qu'en fait, la moitié des gens à peu près utilisent à un moment ou à un autre l'un de ces outils, mais seulement moins de 15 à 20% sont satisfaits de ces outils, ont l'impression qu'ils sont efficaces. Alors on va s'intéresser un peu à comment se répartit notre population d'environ 2000 personnes entre ceux qui trouvent ces outils efficaces, ceux qui les trouvent inefficaces et ceux qui ne les utilisent pas.
Et après, on a ce modèle-là. On voudrait voir en machine learning, en fait, comment avec la vingtaine de variables qu'on a, c'était à peu près ce qu'on avait, quelles variables, en fait, influencent l'attribution à un groupe ou à un autre. Et ce qu'on va retrouver, vous avez dans ce schéma, les variables en haut, c'est les variables qui prédisent le plus fortement, et les plus basses, le moins fortement. Et vous allez voir qu'en fait, les variables qui prédisent le plus fortement le groupe vont être des variables liées à l'usage lui-même du smartphone et aux difficultés d'usage et à l'habitude d'usage. Les gens qui sont plus habitués, ils vont encore plus facilement. Et ensuite, c'est des variables liées à la santé mentale. On va prendre un autre exemple. Un autre exemple, en fait, les applications pour smartphone, elles sont très prometteuses. On se dit, on va pouvoir faire des applications pour la santé mentale, accéder à des régions reculées, permettre à des gens qui ont de la peine à venir consulter les soins de santé mentale, avoir déjà une première aide. Et peut-être on réduit le burden, le fardeau des problèmes de santé mentale. Le problème qu'on a souvent avec ces applications, là vous avez l'exemple de l'application PTSD Cause qui était développée en Amérique du Nord. En fait, très vite, beaucoup de gens viennent, des centaines de milliers de gens si l'app est bien disséminée, bien publicisée. Mais déjà le deuxième jour, il ne reste plus que 10% des gens. Et dans ceux qui vont vraiment utiliser l'application, tout ce qu'elle peut offrir, on a comme ça une chute très importante et c'est observé dans la plupart de ces outils. Dans le cadre d'une étude qui a été faite sur le tabac avec l'application Stop Tabac, on a fait une étude randomisée contrôlée. En quelques semaines seulement, on avait des milliers de participants très rapidement. Et ça, c'est une nouveauté qu'apporte l'Internet, qui n'était pas possible il y a quelques années. Par contre, on voit qu'en fait, à la fin, on a déjà perdu quand même beaucoup de monde. Alors, dans ce projet, on avait peut-être fait une faiblesse. On avait une faiblesse, c'est que les gens utilisaient l'app que standalone. Il n'y avait pas quelqu'un derrière pour soutenir. Alors, on s'est dit, on va regarder qu'est-ce qui fait que les gens utilisent plus l'app. Qu'est-ce qui va prédire l'usage de l'app. Et là, on va trouver des facteurs qui sont, en fait, les facteurs les plus forts, les facteurs les plus puissants qui sont en haut de cette diapositive. C'est l'intention de quitter le tabac à 1 mois. C'est une app pour arrêter le tabac. Les nombres de cigarettes fumées 1 mois plus tard, mais il s'était engagé à arrêter de fumer. Le fait de percevoir l'app comme aidante. Et puis le fait d'utiliser l'app traitement versus l'app contrôle. Et en fait, finalement, les choses qui aident, c'est de percevoir que ça aide et d'être motivé pour ça. Ça fait sens. Hein? Alors, et les autres facteurs vont jouer un rôle beaucoup moins important. Je passe à un troisième. Peut-être c'est là où je voulais vous dire la limite. Parce que dans cette étude-là, en fait, on avait mesuré très peu de choses, parce qu'on avait un échantillon très large. On n'avait pas de mesures santé mentale plus détaillées, on n'avait que l'humeur, on n'avait pas d'autres mesures de motivation à arrêter, on avait beaucoup de mesures qu'on n'avait pas. Donc en fait, finalement, ce qu'on attrape avec le machine learning dépend aussi de ce qu'on a vraiment à lui donner. Je vais passer à l'exemple issu de la pornographie compulsive. Rapidement, ce modèle, en fait, c'est cette idée très simple qu'en fait, quand vous utilisez un service digital, en fait, vous l'utilisez, vous obtenez ce que vous voulez, c'est-à-dire, par exemple, pour le cas de la pornographie, de l'excitation, ou par exemple, un soulagement, vous êtes moins préoccupé par vos soucis, vous obtenez ce que vous voulez, ben vous revenez. Et puis, entre votre motivation et ce que vous obtenez, il y a l'interaction que vous avez avec les stimuli, la machine et vous. Il y a le craving qui peut aussi se représenter. Et là, ce qu'on va faire, on a une série de variables issues de ce modèle.
il y a quand même un modèle qui nous a conduit à sélectionner des variables et à les mettre dans la machine. Et on va faire un modèle de machine learning. Et là, on va se rendre compte que les paramètres qui prédisent le plus, les variables qui prédisent le plus la pornographie compulsive vont être le craving à la pornographie, le fait d'utiliser la pornographie pour se soulager d'émotions négatives, pas pour chercher du sexe, pour se soulager d'émotions négatives, pour se soulager d'émotions d'ennui. Et l'attachement anxieux, le style d'attachement anxieux. Et par contre, d'autres variables, comme qu'on pouvait supposer peut-être jouer un rôle, comme le statut marital, l'orientation sexuelle, le fait de payer pour la pornographie, ne jouent pas de rôle dans le score de sexualité, de pornographie compulsive. Le fait d'être excité par des images pornographiques de type romantique non plus. Et il n'intervient pas dans ce sens-là. La satisfaction sexuelle dans l'année passée non plus. Je vais passer peut-être dans une autre étude, ça ne ressortait pas dans notre étude, mais dans une autre étude qui a été faite par des collègues, il y a un autre item qui ressortait, c'est l'incongruence morale, ça veut dire le fait de vivre la pornographie comme culpabilisante. Je passe au quatrième, ça va le temps? Juste rapidement, je vous montre, en fait, là on va passer à l'intervention. Je vais essayer de passer un moment. Ah, c'est passé trop vite. Bon, je voulais vous montrer une intervention. On arrive à le faire. Juste quelques minutes pour vous montrer. En fait, c'est une app de régulation émotionnelle et les personnes vont pouvoir choisir différentes stratégies de régulation émotionnelle et l'utiliser dans le moment quand ils en ont besoin. Nous allons à présent nous entraîner à la pleine conscience. Avec chaque fois des explications sur la stratégie elle-même. L'app a été développée avec des collègues au Canada, l'équipe de Tania Lecomte et de Stéphane Potvin. Et cette app, en fait, elle va collecter, chaque fois que la personne utilise une stratégie, elle va coter est-ce que cette stratégie l'a aidé. Et puis l'app va solliciter la personne. L'app va solliciter la personne pour lui demander comment elle va, comment elle se sent à ce moment-là. Et du coup, elle va interagir avec elle. Et les deux endroits où on peut avoir actuellement l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est pour que l'app apprenne de la personne qu'est-ce qui m'aide, et du coup elle va lui dire alors ce truc-là t'a aidé, donc je le remets automatiquement, et le truc que tu n'as pas encore essayé, je te le remets pour varier le répertoire de régulation émotionnelle. Et l'autre chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va apprendre quand est-ce que la personne répond aux notifications et repérer en fait quand est-ce qu'elle répond et quels sont les types de réponses. Et du coup, elle va s'ajuster pour savoir quand intervenir auprès d'elle. La dernière chose, la dernière illustration que je veux vous montrer, c'est pour illustrer en fait à quel point le champ est divers. Ici, on a des collègues qui ont travaillé sur un appareil en fait qui ressemble à une torche et qui fait des analyses spectrométriques instantanées. En fait, vous le mettez comme si vous mettiez la torche sur des substances, des drogues. Il va faire l'analyse sans même que vous préleviez. Il va vous dire dans il y a X% de cocaïne, il y a Y% de benzo, il y a Z, je ne sais pas ce que c'est Z. Et quand il ne sait pas ce que c'est Z, le Z peut être analysé en laboratoire et l'information transmise au serveur, et à ce moment-là, le serveur apprend Z et apprend d'autres choses et continue à apprendre.
Et donc, on arrive à un modèle qui améliore sa capacité à détecter au fil du temps. Et là aussi, on a un modèle de machine learning avec la possibilité de faire du drug checking de manière beaucoup plus facile et instantanée. J'aimerais terminer par cette phrase. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Est-ce que ça vous rappelle un écrivain d'origine marocaine? Ça vous rappelle quelqu'un? Alors, il dit, à Tanger, ceux qui partent laissent une ombre, ceux qui aiment portent un rêve, c'est une ville qui se vit comme un seul, où chaque pas est une promesse et chaque regard un adieu. Qui ça pourrait être? Alors, vous aviez pensé à ça? Alors, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, qu'est-ce que pourrait dire Taher Ben Jelloun sur Tanger? Fais-moi une phrase. Il m'a fait celle-ci. Il m'a expliqué pourquoi il l'a construit comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai demandé pour une autre autrice du Maroc. Et il me dit, Tanger est une promesse pas tenue où chaque coin de porte le poids, où chaque coin de rue porte le poids d'un rêve brisé. C'est une vision un peu mélancolique. Je ne sais pas si c'est mélancolique de Tanger, mais après j'ai demandé à ChatGPT et qu'est-ce que dirait Ibn Battuta. Mais il m'a répondu le même truc que Taher Ben Jelloun. Je me suis dit, je vais juste mettre l'image de Ibn Battuta. Et je vous remercie de votre attention et mes collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Khazal, pour votre exposé extrêmement fluide, limpide, didactique, pédagogique et très agréable à suivre. Merci infiniment. Merci. Donc, je trouve et nous trouvons avec mes amis et collègues modérateurs que nous finissons en beauté et je laisse la parole à la salle pour un commentaire, des commentaires, une ou des questions. Alors, je vais en poser une. Peut-être c'est plus une requête par rapport à ces applications-là. Est-ce qu'elles sont payantes ou disponibles gratuitement pour les utiliser? Là, je pense, vous parlez de l'application pour la régulation des émotions et puis celle pour le tabac. Alors, pour la régulation des émotions, elle est disponible gratuitement pour l'instant. Elle s'appelle Chill Time. Elle est normalement disponible sur Android et iOS, en français et en anglais. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me dire. Et les applications Stop Alcool, Stop Cannabis, Stop Tabac, elles sont en cours de réamélioration. C'est une amélioration continue, mais elles sont disponibles soit les apps, soit les sites web. Stop Tabac est devenu Stop Smoking. Est-ce que ça ne risque pas de juste faire changer une addiction vers l'app? De quoi? De faire changer? De passer d'une addiction à une autre. Je crois qu'on n'a pas ce pouvoir-là avec ces apps-là. On a beaucoup plus de peine que les jeux vidéo à engager les gens. Je me permets de rebondir sur le mot jeu, s'il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas quelle expérience vous avez avec l'intérêt, l'utilisation et l'implémentation de l'intelligence artificielle en matière de jeux sérieux, de serious games, dans une prise en charge justement en addictologie. Oui, je pense que c'est un point très important. Les jeux eux-mêmes, les jeux vidéo courants utilisent ce type de pattern pour comprendre comment les gens utilisent leurs jeux et les améliorer. Et je pense que c'est quelque chose que si on construit des jeux sérieux, ça vaut vraiment la peine de le faire, d'avoir une vision très précise de l'usage réel, des moments où ça aide, ce sur quoi ça aide, les profils sur qui ça marche mieux, moins, pour pouvoir être dans l'amélioration continue, en fait, finalement. Merci Yassir pour ton brillant exposé.
Je sais que tu travailles beaucoup dans les addictions comportementales et je sais que les Suisses sont forts dans tout ce qui est digitalisation, application, plateforme. D'ailleurs, Sophie Nicole en a parlé ce matin. J'aimerais bien avoir ton retour par rapport à l'utilisation de la nouvelle technologie comme outil thérapeutique auprès des patients. Est-ce qu'ils adhèrent à ça? Est-ce qu'ils se lassent de ça? Oui. Alors, en fait, il y a beaucoup d'offres d'interventions digitales qui sont disponibles sur les apps, les stores, comme les App Store, ce genre de... Donc, il y a beaucoup de production qui est faite. On se rend compte qu'en fait, les gens vont spontanément pas mal dessus. Alors, peut-être ça change un peu d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, de niveau socio-économique à d'autres, mais il y a une tendance à y aller. Et dans une étude qu'on avait fait sur un échantillon aux États-Unis, un échantillon représentatif aux États-Unis, on trouvait qu'à peu près 17% d'une population générale utilisait ces apps dans l'année, soit pour se diagnostiquer, soit pour chercher de l'aide pour un traitement. Donc c'est courant dans ma propre population clinique, avec mes patients. C'est pas rare que des patients utilisent des apps de bien-être ou des apps de traitement, ou vont chercher des choses sur des sites ou d'autres. Donc ça vaut la peine d'en parler avec eux. C'est des outils qui montrent, ça dépend un peu chaque fois de l'outil lui-même parce qu'ils sont les uns différents des autres. Hein, donc il faut contextualiser les choses. Mais c'est des outils qui peuvent qui peuvent être utiles, aider, au moins dans des tailles d'effets légères. Et le point qu'on n'a pas encore vraiment fait, c'est le point de les intégrer entre l'interface, entre la vie du patient et la pratique clinique. On le fait un peu avec l'app Shieldtime, parce qu'elle a été faite au départ pour des personnes. C'est une app transdiagnostique, donc on peut l'utiliser même sans aucun. La régulation des émotions, ça nous concerne tous. Mais on l'a faite au début avec un groupe de personnes avec un trouble psychotique et des addictions au cannabis. Et puis on a travaillé un peu avec eux, avec l'idée qu'ils puissent aller venir avec nous en faisant part de quelles stratégies ils ont utilisées, etc. Et du coup, ça renforce l'interaction dans la consultation. Et ça, c'est quelque chose où on a actuellement encore peu d'études là-dessus. Mais ce serait pas mal intéressant, surtout pour les aspects transdiagnostiques. Surtout pour les aspects transdiagnostiques qui semblent jouer un rôle très important dans le maintien de la sévérité de nombreux troubles mentaux, même des troubles psychotiques qu'on a vus dans des études récentes. D'autres questions? Bien, donc nous allons clore oui. Juste, Yassine, par rapport à ton expérience, parce que je sais que tu travailles aussi dans un centre de jeu excessif, et je me demande, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place pour les joueurs pathologiques, les joueurs online? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a des études pour voir un peu les résultats de l'utilisation de l'IA dans la prévention de la rechute des gens qui sont concernés par des addictions comportementales, spécialement le jeu pathologique? Les jeux d'argent. Le jeu d'argent. Oui. Alors pour les jeux d'argent, il y a la grande nouveauté, je ne sais pas où c'en est au Maroc, en termes d'usage des jeux d'argent en ligne. Ils sont disponibles, j'imagine, en ligne aussi. Et là, on voit un changement de trend avec et notamment avec les jeux d'argent de type paris sportif aussi, avec la possibilité de jouer tout le temps, à tout moment, sur son smartphone. Donc là, il y a besoin un peu d'interaction et de discussion plus forte avec les personnes, parce que ces jeux-là sont vendus comme si c'était des sports, en fait. Et puis, en fait, c'est des paris. Et en termes d'évolution, l'autre chose qu'on observe, on a
obtenu un financement, mais on n'a pas encore pu faire l'étude. C'est que quand les gens jouent sur Internet, du coup, on arrive à avoir des données de quand ils jouent, quand ils misent, quand ils s'arrêtent de miser, qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc en fait, ça donne un pouvoir de compréhension sur des données anonymes, des patterns d'usage qu'on n'avait jamais rêvé d'avoir avant. Et du coup, ça peut améliorer nos approches de prévention. En Suède, il y a eu des études importantes avec ce type d'approche et puis maintenant de plus en plus. La partie manquante, c'est comment on intervient. Est-ce qu'on peut intervenir sur le moment pour soutenir les personnes en fonction de patterns d'usage? Et là, le machine learning, c'est l'outil rêvé. Après, il y a aussi des apps et des sites web qui existent pour l'aide aux joueurs. Et actuellement, avec des collègues à Lausanne, il y a une mise à jour d'un site et d'une app qui est revue, en fait, que nos collègues sont en train de revoir pour le jeu d'argent. Ça, c'est un peu une réalité avec les outils digitaux. C'est qu'en fait, une fois qu'ils sont faits, il faut être toujours prêt à les revisiter, les refaire et les améliorer. Alors, si vous vous lancez, ou peut-être vous le faites déjà dans la création de services digitaux, il faut d'emblée demander l'argent pour la mise à jour, le suivi. Il ne faut pas demander l'argent que pour le lancement, parce que c'est une affaire de longue haleine. Je pense que nous allons clore cette